D'abord, la première table ronde qui va revenir sur 6 années, ces 6 années dont vous avez parlé, ces 6 années de bilan, qui va permettre de rassembler à la fois des élus et des représentants du syndicat autour de ce thème, la force des syndicats d'énergie qui construisent les territoires de demain. C'est pourquoi j'invite à me rejoindre sur scène messieurs les maires, on va dire, Hubert Barbieux, Jean-Philippe Saulnier-Arrigui et Éric Coquille. Et pour représenter le syndicat, messieurs, n'hésitez pas à bouger, messieurs Patrick Picard, Éric Gentil et Philippe Maillet. Je vous en prie, messieurs, venez me rejoindre sur scène. Alors je vous en prie, installez-vous. Alors vous pouvez alterner les élus, mettre tous les gens du syndicat ensemble comme vous le sentez. Je vous en prie. C'est parfait? Tout le monde est bien installé? Alors, je vais vous présenter dans un instant, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose, finalement, parce qu'on en a parlé, de revenir en images un petit peu sur les compétences et les champs d'action du syndicat. Donc, on va le découvrir tout de suite à travers une vidéo. Je vous en prie. Le SDEY assure en toute transparence une distribution de l'électricité équitable et de qualité. Il est le service public de référence pour l'aménagement énergétique du département. Le SDEY est présent sur tout le territoire de l'Yonne. 8 commissions locales d'énergie réparties sur le département permettent aux élus qui connaissent bien leur territoire d'apporter des solutions adaptées aux besoins des communes. Depuis 2014, avec les communes, le SDEY aménage et rénove les réseaux pour rendre les territoires performants. Ensemble, ils assurent ainsi le développement économique attendu. Des communes dotées d'un éclairage public de qualité et économique. Des communes vivantes et sécurisantes. Des communes accueillantes. Des communes qui adhèrent à l'évolution des technologies. Des communes qui tiennent compte des nouveaux modes de déplacement et apportent aux habitants des solutions. Des communes qui peuvent communiquer. Le SDEY propose aux communes des partenariats, des accompagnements afin de répondre à leurs besoins. Obligation juridique des plans de réseau. Solutions de gestion et maintenance des parcs éclairage public, accompagnement dans la mobilisation de subventions. À l'écoute, le SDEY est force de proposition pour donner aux communes la possibilité d'accéder à de nouveaux services aux habitants. Sont en cours de développement des stations vélo ombrières à Tanlay, ainsi que plusieurs bornes ultra rapides répartis sur les grands axes du département. Ensemble, construisons les territoires de demain. Très belles images de finalement ce dont on parle depuis ce matin à travers ces assises. Donc on va en parler encore plus concrètement et développer tout cela avec les exemples de ce que font les élus. C'est pourquoi on est ravis d'accueillir, je vous présente tout d'abord, on va faire en sorte de ne pas se tourner le dos, mais ça va, on va se débrouiller. Voilà, exactement. Monsieur Jean-Philippe Saulnier-Arrigui, maire de Boulin-sur-Ouanne, président de la communauté de communes Puisé-Forterre, également conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté. À vos côtés, monsieur Hubert Barbieux, maire de Vézelay. Et puis, on l'avait vu en image l'année dernière, il est avec nous, monsieur Éric Coquille, maire de Périgny-sur-Armançon. Vous pourrez donner justement votre retour d'expérience sur ce véhicule partagé, cet autopartage que vous faites dans votre commune. Et on va voir que ça a un vrai succès. Et puis, pour représenter le syndicat et nous éclairer un petit peu plus sur l'accompagnement que vous proposez, avec nous Patrick Picard, vice-président du syndicat en charge des travaux d'électrification. À ses côtés, Éric Gentil, directeur général des services du syndicat.
syndicat. Et enfin, Philippe Maillet, vice-président en charge des finances et du personnel. Et ça, c'est important de parler aussi d'humain. Alors, je vais commencer par vous, Patrick Picard, en charge des travaux. On l'a évoqué, évidemment, Jean-Noël Nourry en parlait tout à l'heure. Le cœur de métier, c'est l'électrification. Et c'est vraiment la première mission du syndicat sur laquelle, évidemment, vous êtes toujours très présent. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, l'électrification rurale est la première mission, effectivement, du syndicat, même si nous intervenons dans des domaines innovants tels que la mobilité électrique ou la téléphonie mobile. Nous restons très vigilants à notre cœur de métier, notre priorité étant d'acheminer l'électricité dans les meilleures conditions avec la meilleure qualité possible vers tous ces foyers. Voilà. Et de satisfaire, on va dire, tous les besoins. Alors, justement, comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Alors sur le terrain, donc, nous sommes un territoire essentiellement rural. Depuis la départementalisation, nous sommes organisés donc, en 8 secteurs géographiques. L'Armançon, le Tholon, la forêt d'Hôte, l'Auxerrois-Serein, nous sommes ici aujourd'hui dans l'Auxerrois-Serein à Monéto. La Vallonnée, le Gâtinais, la Puisée, Forterre, Vallée de Lyonne, j'essayais de ne pas en oublier, la Puisée Nord, le Sénonais et le Tonnerrois. Voilà, c'est ce qu'on voyait à travers la carte tout à l'heure dans la vidéo. Voilà. Ensuite, chaque clé est administrée par une secrétaire qui est la clé d'entrée, sans faire de jeu de mots, à tous les adhérents, à toutes les communes. Bien sûr, je n'oublierai pas les 8 vice-présidents qui sont ici ce matin, qui animent au quotidien leur région, et ainsi que les délégués qui sont au quotidien avec eux pour nous remonter l'ensemble des travaux qui sont ensuite étudiés au syndicat par nos techniciens. Et alors, pour aller plus loin, vous venez d'embaucher quelqu'un, il y a peu de temps. Oui, alors il nous manquait un maillon à notre chaîne parce que les techniciens qui font un travail excellent au quotidien, ne pouvaient pas faire les études, suivre sur le terrain les travaux et les contrôler. Donc ce maillon, nous l'avons trouvé en la personne de M. Gérard François, qui a comme mission première le suivi et le contrôle de tous ces travaux. Donc si je prends un exemple qui est cher à Jean-Noël, c'est le remblaiement des tranchées qui peut occasionner des désordres importants si on ne fait pas attention. Donc c'est une de ses missions, mais pas que. Il y a aussi la sécurité sur les chantiers qui est très important. Et donc, on est très satisfait. J'ai eu l'occasion de tourner avec lui il y a quelques temps. On est très satisfait du retour concernant cette nouvelle embauche. Alors, c'est déjà mis en place. Il va y avoir un questionnaire de satisfaction. Ouais. Qui va être donné aux communes, qui va nous permettre aussi, nous, de nous améliorer aussi au quotidien pour toujours avoir plus de qualité possible. Alors j'en profite puisqu'on parle de questionnaire de satisfaction, notamment vous en avez un entre les mains à propos de ces assises. Donc n'hésitez pas à le remplir, on vous laissera un petit peu de temps à la fin. Il y a des urnes, il y a des hôtesses, mais c'est important aussi pour le syndicat de savoir ce que vous avez ressenti, si ça a répondu à vos attentes et si cette matinée vous a plu. Donc attendez encore un petit peu parce que ce n'est pas encore tout à fait terminé, mais n'hésitez pas à le remplir ce questionnaire, c'est important. Voilà, j'ai fait une parenthèse, mais c'était aussi important, comme quoi il y a des questionnaires de satisfaction sur les travaux, sur les assises, on en a beaucoup. Et justement, quel est le critère de sélection, Patrick Picard, des travaux ? Alors on a, donc pour certains travaux, donc on a une grille de sélection qui a été mise en place, qui comporte 5 critères. D'ailleurs, quelques critères ont été revus cette année, puisqu'on avait une année d'expérience derrière nous pour travailler. Et donc les travaux qui sont commandés par les communes sont classés par ordre de priorité, ce qui leur permet ensuite de pouvoir avoir des subventions pour les travaux effectués l'année prochaine. Voilà. Et au moins c'est juste, il n'y a pas de... Voilà. Tout le monde est à la même enseigne. Voilà. Donc on vient de parler des travaux, de l'électrification, donc le cœur de métier. Alors plus globalement, Philippe Maillet, je vous rappelle, vous êtes vice-président en charge des finances et du personnel. Le syndicat a un vrai rôle d'aménageur du territoire. Oui, c'est le point sur lequel je voulais insister. Le syndicat a vraiment un rôle d'investisseur sur le territoire, d'aménageur. Et on contribue et on investit pour et avec les communes afin de réaliser tous les travaux que les communes veulent entreprendre. Et puis aussi, on a un rôle au niveau de l'emploi local, puisque nous faisons travailler beaucoup d'entreprises locales et on joue aussi un rôle important dans ce maintien de l'emploi.
Et alors Éric Gentil, hein, directeur général des services, on a parlé de beaucoup de sujets, on va en parler dans un instant, éclairage public, mobilité, bâtiment. Bon, tout ça, c'est pas fait comme ça de travers, hein, il y a une vraie stratégie. Oui, effectivement, M. Lacan tout à l'heure parlait d'une ville allemande qui avait mis en place une stratégie énergétique. Moi, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'effectivement, au syndicat d'énergie de Lyon, nous avons une véritable stratégie qui s'appuie en fait sur 3 piliers, ça a déjà été dit ce matin, accompagner les communes dans leur développement, bien entendu, maîtriser les dépenses de fonctionnement de ces mêmes communes, parce que ce n'est pas à vous que je vais apprendre que les dotations sont en baisse. Donc nous essayons avec vous de trouver des solutions pour diminuer les dépenses de fonctionnement et vous permettre de continuer à investir sur vos projets. Et puis le troisième pilier, c'est effectivement les solutions innovantes avec une équipe dédiée qui recherche, anticipe en fait l'avenir pour vous proposer des solutions vraiment très innovantes, que ce soit dans le domaine urbain d'ailleurs, mais également dans le domaine rural parce qu'on est là pour développer le rural, c'est très important. Alors cette stratégie, elle s'articule autour d'un plan de mandat, bien entendu, au début du mandat, c'est-à-dire en 2014 pour cette période-là. Et puis, nous avons des réunions stratégiques tous les ans, au mois de septembre, avec le président et les vice-présidents. Et c'est là que nous décidons des actions à mener. Et puis, comme dans de nombreuses collectivités, nous évaluons nos politiques. Et si jamais nous nous sommes trompés, ce qui peut arriver, nous arrêtons un programme ou nous le développons différemment pour être toujours au plus près de l'actualité parce que l'énergie est un secteur en pleine évolution. Donc on doit être toujours le plus près de ces évolutions. Alors je vous propose on est revenu finalement sur la stratégie du syndicat de maintenant découvrir les actions qui sont menées par les élus qui nous ont rejoints. Ça va nous permettre aussi, et vous allez pouvoir réagir, Éric Gentil et Philippe Maillet aussi, en expliquant en termes de chiffres aussi, d'accompagnement des collectivités, comment le syndicat s'engage. Donc je vais commencer par vous. Monsieur Barbiot, le micro fonctionne naturellement, vous n'avez pas besoin de le brancher, tout va bien, il faut juste le mettre pas trop loin de votre bouche pour que tout le monde jusqu'en haut de la salle puisse vous entendre. Donc maire de Vézelay, déjà, juste savoir, vous êtes déjà, parce que c'est important aussi de parler, on va y revenir, d'humain, vous, c'est vraiment un sujet sur lequel vous êtes sensibilisé déjà naturellement, et c'est aussi pour ça que vous engagez. Bien, naturellement, notre commune, qui est une commune un peu particulière, que chacun connaît de par sa notoriété, est une commune qui a été d'emblée sensibilisée à la transition écologique, aux économies d'énergie et puis aux contraintes budgétaires qui sont nos contraintes à nous tous les maires au quotidien, les diminutions de dotation et de grosses charges liées pour nous à l'accueil d'un public important. Donc c'était un sujet qui pour nous était d'emblée d'actualité. Alors, on va commencer par le sujet dont parlait Cyril Roger-Lacan, qui est l'éclairage public, un modèle économique intéressant. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez fait en la matière à Vézelay ? Eh bien, donc Vézelay, qui est un secteur, comme je le disais, particulier, puisque nous sommes en secteur classé, secteur protégé, a un éclairage public qui était extrêmement vétuste et nous avons décidé, accompagnés par le syndicat, dans l'étude et dans le montage financier, eh bien, de renouveler 110 lampadaires, lanternes plus exactement, avec l'obligation, de par les architectes des bâtiments de France, de les faire à l'identique. Donc la facture, qui s'est montée globalement à 250 000 € et hors taxe, et nous nous sommes préoccupés d'une extension de réseau en même temps, puisque certains des secteurs étaient mal éclairés, voire pas éclairés du tout. Donc on a combiné les deux opérations, une rénovation dans l'ensemble du bourg et en même temps une extension sur ce qu'on appelle le cours Guillet. Avec des éclairages connectés aussi, elles Absolument. sont intelligentes. Donc tout est en LED connecté aujourd'hui. Et je ne sais pas si je vous parle tout de suite du retour, puisque nous avons du recul. Bien sûr. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. À savoir parce que l'économie réelle de 50% annoncée, elle est vraie. Et on peut même l'optimiser, puisqu'on a la maîtrise directe en mairie, sur un petit ordinateur portable, de chaque lanterne. Voilà, la digitalisation. Chaque lanterne. Et donc on peut, à l'occasion de manifestations, renforcer l'éclairage, avoir une règle générale, c'est ce que nous avons adopté, de réduction à partir de 22h30 de 50% de l'éclairage. Et je peux vous dire, venez voir, on ne s'en aperçoit pas.
On a une consommation moindre, mais une luminosité qui n'est pas très, très différente. Et une luminosité qui ne transforme pas les couleurs. Vous savez, on a parfois cette préoccupation avec les LED, et dans le cas présent, ne transforme absolument pas les couleurs, notamment dans nos édifices classés et autres que vous connaissez. Donc on en est extrêmement satisfait de par le retour, la réduction de la facture. Et puis j'ajouterai un retour complémentaire, c'est que nous avions des problèmes de lanternes qui n'étaient pas étanches, parce qu'il y a des vitres, vous savez, c'est lanternes carrées à vitre. Et aujourd'hui, nous avons des lanternes totalement étanches. Donc on n'a plus les problèmes de nettoyage qui s'étaient posés. Et puis en même temps, un autre cadeau qui nous a été fait, si vous me permettez, Monsieur le Président, mais je sais que c'est un cadeau qui est offert à tous ceux qui y participent, c'est qu'il n'y a plus de contrat d'entretien, c'est garanti 5 ans. Donc on fait une économie à plusieurs niveaux, une économie au quotidien sur le fonctionnement, une économie sur l'entretien, et en même temps, on a une satisfaction, puisque les modifications d'éclairage, on les gère à volonté. C'est-à-dire qu'en fonction des manifestations, pour ce qui est de Vézelay, on peut remettre l'éclairage nocturne. Par exemple, les rencontres musicales du mois d'août, on remontait, l'éclairage était normal. Voilà, ça c'est extraordinaire. Alors on va continuer à parler aussi de ce que vous faites à Vézelay, mais je vais me tourner vers Éric Gentil et Philippe Maillet, parce qu'on a vu là, on a un homme heureux, c'est un point important pour vous, l'éclairage public. Peut-être en termes de chiffres, les investissements aussi du syndicat ? Oui, eh bien, ça représente un chiffre très très important. Depuis 2014, je prends les chiffres et j'aime pas trop donner de chiffres. Non, on s'y perd, mais c'est important de les souligner. Parce que si on donne trop de chiffres, on noie les chiffres. C'est quand même plus de 15,8 millions d'euros qui sont consacrés à l'éclairage. Donc c'est quand même un chiffre important. Conjointement avec les communes. Et c'est un chiffre qui explose et qui monte tous les ans. Et on n'est pas encore, je pense, au sommet de la dépense. Oui, allez-y, Patrick Picard, aussi, Oui, Éric Gentil. moi, je buvais du petit lait quand monsieur le maire expliquait tout ça, parce que j'ai dû batailler ferme au dernier conseil municipal pour justement démontrer tout l'intérêt des LED connectés, qu'on appelle le City Touch au syndicat. C'est passé, et je m'en réjouis. Et donc, j'ai entendu tout ce que vous disiez, et véritablement, je pense que c'est un retour d'expérience important et qui peut servir à d'autres communes. Et vu le nombre de commandes qu'on a aujourd'hui au syndicat, c'est clair qu'on ne va pas s'arrêter là. Voilà. Un complément, Éric Gentil ? Oui, effectivement, moi je trouve que M. Barbieux est un excellent ambassadeur de notre politique éclairage public. Alors, quelques petites précisions. Il y a 328 communes dans l'Yonne qui nous ont confié leur éclairage public, ce qui représente 85% des communes. Et ce qui n'a pas précisé M. Barbieux, au-delà des économies effectivement sur la facture de l'ordre de 50%, c'est que le syndicat aide bien entendu financièrement les communes qui veulent se doter de LED intelligent, d'éclairage intelligent, à hauteur de 70%. Quand il y a une rénovation complète sur la commune, et à hauteur de 50% quand ce n'est pas du LED intelligent et quand la commune décide de ne pas faire un programme global. Et tout à l'heure, je vous parlais de stratégie, je vous parlais d'évaluation de nos politiques. Et lors de notre dernière réunion stratégique, les élus ont souhaité poursuivre cette opération, éclairage public, LED intelligent, avec les mêmes taux pour les 2 années à venir. Et donc, ça sera proposé au moment des orientations budgétaires. Et puis, je vous ai parlé également d'innovation. Donc, l'innovation, c'est sur la commune de Villeneuve-la-Dondagre, qui était invitée l'année dernière, où nous avons mis de la vidéoprotection sur l'éclairage public. Et puis, en termes d'innovation, nous sommes en train de travailler également pour mettre des prises de recharge pour les véhicules électriques sur nos candélabres, pour permettre à la fois de charger les véhicules, mais surtout, aux heures de pointe, de réinjecter l'électricité du véhicule sur le réseau par l'intermédiaire des réseaux intelligents dont M. Lacan a parlé tout à l'heure. Voilà, beaucoup d'innovation. On parlait de R&D tout à l'heure, on en a la preuve. Alors on va poursuivre avec un autre sujet dont vous parliez, c'est l'efficacité énergétique, évidemment, sur les bâtiments. Donc là, je reviens vers vous, Monsieur Barbieux, pour parler de ce que vous avez fait, vous, sur le bâtiment de la mairie. Voilà, alors c'est une opération qui est actuellement en cours. C'est la rénovation énergétique de la mairie. Notre mairie
Là, on voit l'école, hein, ce n'est pas la mairie, mais peu importe. Vous allez travailler bientôt sur les... On anticipe. Hein. Oui, Voyez. on anticipe. On a aussi fait une opération sur les fenêtres de l'école. Mais pour ce qui concerne la mairie, donc, on a entrepris une opération de rénovation énergétique qui est en cours pour un marché de 520 000 €, puisque la mairie avait une électrification par des radiateurs électriques vétustes. Et mon ami André, qui est là, qui connaît bien notre mairie, en témoignera, une isolation qui de par le bâtiment, qui est un monument classé, n'était absolument pas efficace. Donc on a entrepris une grande opération, aidée là aussi, accompagnée par le syndicat et aidée par celui-ci. Et l'opération qui est actuellement en cours va être une opération, je pense, exemplaire, puisque nous allons utiliser l'énergie des granulés, avec l'installation d'une chaudière à granulés et modification de l'ensemble des appareils de chauffage en réutilisant, puisque ça nous est imposé, des radiateurs anciens qui vont être récupérés par des marchés de vente d'occasion. Pour et là, vous avez quelque chose qui reste classé. Et tout ça, nous sommes accompagnés dans cette démarche, ce qui nous facilite les choses, parce que petite commune, on n'a pas beaucoup de moyens techniques et d'aides techniques. Donc c'est très appréciable. Et vous bénéficiez du mécanisme des C2E. Absolument, oui, absolument. Oui, le mécanisme des C2E. Et tout comme je voudrais revenir très rapidement sur les lanternes, ça coûte à la commune sur les 250 000 € à peu près 30 000 € pour prendre hors taxe, hein, pour prendre les chiffres simples. Voilà, par tous les différents financements, puisque nous avons aussi du DETR, puisqu'il s'agissait de sécuriser cet espace qui n'était pas éclairé. Donc on a pu obtenir des DETR. Mais l'important, c'est, vous voyez, la qualité de montage du dossier financier. Et là, on a apprécié l'expérience du syndicat qui nous a beaucoup aidés. Éric Gentil, peut-être, vous voulez insister aussi sur le conseil en énergie partagée, dont on a déjà parlé en introduction, mais c'est toujours important d'y revenir. Oui, simplement quelques mots, parce qu'effectivement, nous sommes au service des communes pour leur apporter toute l'expertise de nos services. Et d'ailleurs, je voulais saluer toutes les équipes du syndicat, parce qu'on a la chance de s'appuyer sur des collaborateurs de très grande qualité. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte quotidiennement sur le terrain. Et donc, effectivement, on propose des audits énergétiques qui sont subventionnés à hauteur de 80%. Le président en a parlé tout à l'heure. Et dans les nouveautés pour l'année prochaine, il y aura également des analyses thermographiques des bâtiments. Donc, si vous êtes intéressé, surtout, n'hésitez pas à vous inscrire. On l'aura bien noté. Alors on va arriver à une troisième thématique qui va rejoindre aussi ce que vont dire nos deux autres élus. Il faut le dire aussi, vous avez quand même 2 véhicules électriques aussi, Monsieur Barbieux. Ah oui, vous savez tout. Nous avons 2 véhicules électriques. Vous m'avez tout dit en fait. Un véhicule qui est utilisé par les ateliers communaux et qui permet les déplacements dans la ville-centre qui est à Vallon et puis différents déplacements dans la commune, mais surtout un véhicule électrique qui a été mis en place au début de notre mandat, qui est un véhicule électrique qui est à disposition des visiteurs, puisque nous avons un dénivelé à Vézelay de 70 mètres entre le bas de Vézelay et le parvis de la basilique, qui permet à toutes les personnes qui ont une mobilité un peu réduite et donc un souffle un peu court, de bénéficier du véhicule électrique, qui est planifié en fonction de la fréquentation et qui est financé par nos parkings payants. Voilà. Et ça, c'est une opération aussi qui nous a permis une économie sur les carburants, puisqu'on essaie de contenir une comptabilité analytique qui est très, très, très appréciable à l'époque où il faut gérer au plus juste. Alors, merci à vous pour ce témoignage. On va poursuivre avec Monsieur Jean-Philippe Saulnier-Arrigui avec 2 sujets. Alors, on peut revenir évidemment sur l'éclairage public. Cette borne aussi, nouvelle génération que vous avez mis en place qui permet une charge rapide. Je parlais avec Monsieur Barbieux, je lui posais la question de son engagement. Vous aussi, évidemment, engagé en ayant une réflexion évidemment écologique, mais aussi économique dans tout ça. Alors d'abord, c'est parti d'un principe pour Moulins-sur-Ouane, qu'on fait partie d'une grande communauté de communes qui s'appelle la Puisaye-Forterre. Et la Puisaye-Forterre a adhéré au programme TEPOS depuis très longtemps. Récemment, au label Citergie, on est la première commune rurale qui adhère à ce dispositif. Et nous sommes dans la transition énergétique, on en parlait tout à l'heure avec M. Lacan, très important. Donc je considérais que la commune de Moulins-sur-Ouane, que j'affectionne particulièrement, comme on affectionne chacun nos communes, devait se doter de moyens nouveaux de transport et notamment de transition énergétique via la borne électrique. Alors borne électrique, pourquoi une borne électrique rapide? Avant, il y avait des bornes
pas rapide. Moulins-sur-Ouane est une très grande commune avec beaucoup de commerces, mais néanmoins, il y a quand même une certaine... c'est assez limité quand on arrive à Moulins-sur-Ouane pour mettre sa voiture à recharger. Donc 20 minutes, ça me paraissait confortable et nous avons déjà un bon succès puisqu'elle est installée depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois. Et on a un gros succès. L'autre jour, j'avais vu des Suisses qui sont venus sur place, des Lorrains. Ils m'ont demandé s'il y avait un café. Je leur ai dit, il y en a à 4 km à Toussy, il n'y a pas de problème. Mais là, à Moulins-sur-Ouane, je ne fais pas le café. C'est tout. Oui, donc, mais voilà. c'est ça qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que c'est l'intérêt pour les commerces locaux, voilà, finalement. moi, et je crois qu'Éric Coquille me pas dire le contraire aussi tout à l'heure. C'est ce que je dis aux communes. Elles ont intérêt, quand elles ont surtout des commerces de bouche, de pouvoir le mettre dans sa commune, parce que c'est quand même intéressant et ça amène du monde. Bien. Donc, premier principe, déjà, transition énergétique et donner le là aux communes de l'intercommunalité d'y aller. Bon, moi, mon conseil municipal m'a suivi à 100%, donc ça n'a pas posé de problème. Et on n'était financé qu'à 50%, mais c'est toujours ça de prix. Monsieur le Président, il faudrait faire un peu plus. Bon, je vous le demande. Au nom de tout le monde, d'ailleurs, ici. Nous avons fait plus pour les gens qui sont réveillés à temps. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu dans le fond de la salle, parce que... Maintenant, c'est combien de pourcents? D'accord. 50, oui. D'accord. Bon. Vous allez changer tout à l'heure sur le sujet. Oui. Et le syndicat, quand même, investit 2 millions d'euros sur les bornes électriques. Je tenais à le souligner. Bien sûr. J'allais vous le demander aussi, mais c'est bien d'anticiper. C'est important. Je vous en prie, poursuivez. Bien, alors donc, dans cette continuité, nous avons acquis un véhicule électrique. Alors là, c'est dans le cadre du fonds leader de l'intercommunalité qui a axé sur la transition énergétique sa politique. Et le fonds leader voit pour les communes de la Puisaye-Forterre un financement conjoint ADEME, région et SDE. Donc le syndicat a participé, je le remercie encore, pour l'achat d'une magnifique Renault Kangoo, et qui m'a coûté 4 000 € par rapport à un vieux véhicule que j'avais qui me coûtait assez cher. Je remercie le syndicat qui a fait un chèque, et moi ça ne me coûte pas trop cher, vraisemblablement utile, même si je crains de ne pas faire les 50 000 km. Ma commune a 11 km de route, ça va servir essentiellement pour le cantonnier, et pour... Je vais mettre en place, non pas comme Éric, un autopartage dédié, mais les habitants de Moulins-sur-Ouane pourront avoir en prêt le véhicule quand ils le souhaitent, sauf aux heures bien sûr du travail du cantonnier qui n'est pas là 5 jours sur 5 et qui permettra aux habitants de Moulins-sur-Ouane de pouvoir utiliser un véhicule pour transporter des meubles, pour aller pas se promener, on va peut-être arriver aux 50 000, pour aller chez le finalement. médecin, etc., s'ils en ont besoin. Donc, tout ça gratuitement, bien sûr, grâce à la générosité de la commune de Moulins-sur-Ouane à l'égard de ses administrés. Donc voilà, vous avez prouvé. Ils sont là, les administrés. Ils sont pas là, mes administrés. Ils sont pas là, mes administrés. Je sais pas. J'en sais rien. Voilà. En tout cas, vous avez montré aussi que les communautés de communes, selon vous, doivent vraiment montrer l'exemple dans cette démarche de transition. Moi, c'est ça. Je pense que les comités de communes, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Lacan, les comités de communes doivent donner l'exemple. Elles le donnent pour la Puisaye-Forterre, je pense, largement. Je pense que toutes les communes n'ont pas encore des bornes électriques, mais il faut, et notamment des villes-centres comme Toussy ou autres communes. Ça, à mon avis, ça me paraît important. Moulins-sur-Ouane, merci Henri, c'est une ville-centre, on le sait, tout le monde le sait sur la région. Mais pour autant, donc oui, parce que la question qui m'a été posée plusieurs fois, c'est de dire, mais pourquoi des bornes électriques? Il n'y a pas de voiture électrique, mais c'est l'œuf et la poule, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même que les collectivités donnent le là du départ
d'une politique de transition énergétique et de mobilité électrique. D'ailleurs, Voilà. pendant longtemps, on a dit on n'a pas de véhicule électrique parce qu'on n'a pas Ben voilà, d'infrastructure. ben Donc, voilà, à un moment, il faut- exactement. Donc, il y a des maires, je connais un maire ici de Puisay-Forterre qui a une Zoé depuis longtemps, mais pour autant, il n'y a pas beaucoup dans Puisay-Forterre des gens qui ont des voitures électriques, pas encore, mais ça va venir avec justement cette incitation que font les collectivités avec l'aide du syndicat pour installer des bornes électriques. Merci à vous pour votre témoignage. Et donc, on va poursuivre avec Éric Coquille, maire de Périgny-sur-Armançon. On avait découvert ça l'année dernière en images. On va continuer à les diffuser derrière parce que c'est toujours bien, même si n'était pas estampillé pour le véhicule quand on avait filmé l'année dernière. Donc, cette voiture qui est totalement là, dédiée aux habitants, ce véhicule. Alors, où est-ce qu'on en est un an après ? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je ne sais pas pour la planète, mais en tout cas pour Périgny-sur-Armançon, c'est un vrai petit succès. Vous savez, nous sommes un tout petit village, nous sommes 130 habitants. Il y a une bonne cinquantaine de conductrices et conducteurs, et sur les 50, il y a 18 abonnés au service. C'est déjà pas mal. Hein. Alors, nous avons mis cette voiture à disposition en 2 temps. Le premier temps, depuis le mois de janvier jusqu'à fin mai, de façon gratuite pour que les gens, les habitants s'habituent à l'utilisation. C'était un succès très rapide, une appropriation immédiate. À chaque essai, au bout de 10 minutes, l'appréhension était tombée. Tout le monde appréciait la boîte automatique, la fiabilité de la voiture, la sécurité. Et donc, on a eu 220 réservations sur les 5 premiers mois et 12 000 km parcourus. Donc finalement, Donc, vous êtes allé trop vite, ça a été un succès plus de 2000 fulgurant. km par mois. Donc on s'est dit, on va passer maintenant au système payant. Ça va peut-être ralentir un petit peu le kilométrage, puisque nous avons loué cette voiture dans un premier temps. Donc on a dit, on va la louer sur 2 ans pour 25 000 km. Donc un peu plus de 1000 km par mois. Donc on a déjà fait plus de 2000 les 5 premiers mois. On passe au système payant. On leur dit, écoutez, on vous propose maintenant, chers abonnés, de payer 1 euro de l'heure et 10 centimes du kilomètre. Nous avons démarré le 1er juin et nous avons fait 5000 km en 4 mois. Ça veut dire qu'on est au-dessus des 1000 km. Ce qui veut dire que, tant mieux, on s'était trompé dans nos objectifs. On avait pensé que ce serait des utilisations très ponctuelles. Et en fait, ça devient une utilisation très régulière par les habitants. Et donc la voiture sort quasiment une fois par jour, au moins une fois par jour en semaine, et le week-end très peu, mais ça commence là, ça commence. Le week-end dernier, elle a sorti le samedi, le dimanche. Voilà. Donc, on va y venir sur les usages, mais peut-être juste retour en arrière sur comment ça s'est mis en place justement cette opération. La genèse, c'est les habitants qui me confiaient avoir de plus en plus de mal à boucler les fins de mois et dans les charges qui leur paraissait excessif, c'était le coût du véhicule. Le coût du véhicule dans le budget familial, surtout quand on parle de la deuxième voiture, ou pour les personnes seules, âgées, veuves, une voiture qui sort 2-3 fois par semaine, qui arrive à son terme de vie et qu'il faut renouveler. Et donc, comment ça se répartit un petit peu le coût ? Vous avez commencé à l'évoquer, mais le coût de cette opération pour vous ? Alors le coût, la location nous revient à 4 664 € par an, la location du véhicule. Donc l'opération est portée par le budget du CCAS. Donc bien sûr, c'est le budget communal qui alimente ce reste à charge. Donc l'allocation 4 664 € par an est prise en charge par le budget communal. Et on a souhaité que le coût de fonctionnement du véhicule soit, lui, pris en charge par les utilisateurs. Donc le coût de fonctionnement, quand on prend la plateforme de réservation, qui est un élément très important pour la réussite de l'opération. Donc quand on prend le coût de la plateforme de réservation, plus le coût de l'assurance, qui est bien sûr un peu plus cher que si vous assuriez personnellement votre voiture, puisqu'il y a plusieurs utilisateurs, plus le coût d'entretien du véhicule qui est très, très réduit, on estime à peu près à 200 € par mois ce coût de fonctionnement. Donc aujourd'hui, on a une montée en charge donc, des réservations. Et donc l'avantage de la plateforme que nous avons choisie grâce au SDE pour la réservation, c'est qu'elle gère les encaissements et tous les trimestres, elle nous reverse ce qui nous revient. Et donc au mois de juin, on a encaissé 102 €, premier mois payant, 102 €. Et sur le troisième trimestre, on a une moyenne de 134 € par mois, donc ça monte. Le mois d'août, il y a eu moins d'utilisation. Donc on pense que là, on rentre dans le trimestre à plein.
Et je pense qu'on va tendre vers les 150 € par mois, c'est-à-dire on n'est pas tout à fait aux 200 €. Donc on verra ce qu'on décide en conseil municipal et en bureau du CCAS. On va peut-être ajuster un peu le tarif pour que les abonnés payent le coût de fonctionnement du véhicule. Et la commune offre finalement la location ou l'équivalent de l'investissement aux habitants. Alors vous en avez déjà un petit peu parlé. Qu'est-ce qui est ressorti finalement des usages? Vous avez même vous-même, je crois, été surpris parce que pour une personne, par exemple, ça devient son premier véhicule. Oui, tout à fait. Donc au début, alors là, mon analyse, elle est un peu encore, je dirais, partielle, parce qu'on n'est pas encore en plein régime de croisière. Donc sur les utilisations, les raisons, donc il y en a 4 qui favorisent donc l'utilisation de ce véhicule. C'est d'abord le remplacement de la seconde voiture dans un foyer. Il y a un foyer, donc ils ont revendu la deuxième voiture et ils réservent. Alors il faut anticiper, mais grâce aux outils digitaux, c'est très facile. Grâce au téléphone, ils réservent leur voiture sur une longue période. Et en mairie, on a le récap de toutes les réservations. Et effectivement, sur 3 mois glissants, ils réservent la voiture et voilà, ils n'ont plus de deuxième voiture pour faire 2 à 3 sorties par semaine. Le deuxième type d'utilisation, c'est effectivement le remplacement de la voiture principale, donc des personnes âgées qui disent, alors elles ont gardé la voiture pour l'instant, elles sont 3, elles ont gardé leur voiture, mais elles s'organisent pour la partager, elles testent. Et puis elles attendent les élections de mars prochain pour savoir si le service va être pérenne. Et si le service est pérenne, c'est parti. Donc à tour de rôle, elles réservent, elles sortent entre copines, elles vont au club, elles vont faire le marché, elles vont je sais pas où, enfin elles sortent et elles s'organisent. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un petit noyau, une communauté d'utilisateurs qui se crée. Et ils s'organisent entre eux pour optimiser la réservation et le partage de la voiture. Et puis une autre aussi utilisation, c'est je suis abonné et ça me permet, si je tombe en panne avec ma voiture, hop, de pouvoir réserver la voiture. Et si elle n'est pas libre, je cherche à savoir qui l'a réservée. Est-ce que je peux m'arranger avec cette personne pour intervertir, m'organiser, optimiser. Et puis on se sert aussi de ce véhicule pour la mettre à disposition gratuitement, cette voiture, des pompiers pour aller en formation. Donc les pompiers de notre village dans le CPI, mais aussi pour les autres pompiers du CPI, et pour les conseils municipaux lorsqu'ils sont en mission pour la commune. Donc sur la plateforme de réservation, on a 2 onglets, un privé qui est ouvert à tous et un pro qui est ouvert que à ceux qui ont un droit d'utilisation gratuit en cas de mission. Et alors j'allais vous dire à quand une deuxième voiture alors? Alors d'abord il va falloir que j'appelle Diac Location pour revoir le contrat pour celle-ci. Et la seconde, je pense que si le prix de l'énergie fossile continue à augmenter et si cette habitude, ce changement d'habitude important qui est en cours se confirme, c'est-à-dire partager un véhicule plutôt que de chacun rouler avec sa propre voiture, s'intensifie, certainement il nous faudra une deuxième voiture. Oui. Donc on l'a bien noté. Merci à vous pour votre témoignage. Éric Gentil, on l'a vu, il y a un accompagnement évidemment du syndicat sur la voiture électrique, les bornes. Oui, effectivement, le schéma de déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques, ça a été l'une des premières actions qui a été menée par le syndicat d'énergie. Et je voulais saluer d'ailleurs Rémi Clérin, qui est vice-président du syndicat d'énergie, et Édouard Burier, qui est directeur général adjoint, qui ont sillonné le département pour faire la promotion des bornes, n'hésitant pas à aller dans les conseils municipaux. Et aujourd'hui, on voit le résultat, il y a à peu près 120 bornes pour les véhicules. On déploie aussi des bornes pour recharger les bateaux, puisque nous avons des bornes sur Villeneuve-sur-Yonne. Donc 120 bornes, 1371 charges en moyenne par mois depuis le début de l'année, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Au niveau des financements, effectivement, nous sommes passés maintenant à 50% pour les bornes dites rapides. Et en début d'année, le syndicat avait décidé d'arrêter de financer les bornes semi-rapides, car nous pensions effectivement qu'il fallait plutôt privilégier les charges rapides. Et puis, toujours dans notre politique d'évaluation, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des communes qui souhaitaient encore avoir des bornes semi-rapides et que si nous ne leur donnions pas un petit coup de pouce, elles pouvaient très bien, elles
sont bien entendu libres de le faire, aller choisir des bornes différentes des nôtres. Mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas la même supervision, il n'y a même pas la même facilité. Donc les élus autour de Jean-Noël Loury ont souhaité pour l'année prochaine réintervenir, resubventionner les bornes semi-rapides à hauteur de 30%. Donc si jamais vous avez des projets dans vos communes, je vous suggère d'attendre le 1er janvier, ça sera plus intéressant pour vous. Et puis, le président du syndicat a également souhaité que le syndicat prenne en charge 100% de la maintenance, parce qu'il est parti du principe que quand une commune installe une borne, ce n'est pas réservé aux habitants de la commune, et que ce n'était pas logique de faire supporter par ses habitants, via les taxes communales, la maintenance des bornes. Donc, le syndicat prend 100% du fonctionnement des bornes. On a parlé aussi des véhicules électriques. Donc, le syndicat accorde 2 700 € par véhicule électrique acheté. Donc, ça ou loué, tout à fait. Et ça se limite à un véhicule par commune, sauf dans le cadre de l'autopartage, où nous pouvons subventionner le deuxième ou le troisième véhicule. Et nous nous adressons également à des structures qui sont des organisations à but non lucratif. Donc on a des maisons de retraite, on a des hôpitaux, des aides-soignantes. Donc là, c'est pareil, on subventionne. Les EPCI, bien entendu, que nous subventionnons. Donc je pense que c'est quand même un package assez complet avec un certain nombre de subventions pour vous aider à développer les véhicules électriques. Alors Éric Coquille va ajouter quelque chose et puis je vous passerai la parole, Philippe Maillet, après. Allez-y. Oui, je voulais juste conclure en disant qu'il est important de créer les outils pour créer le besoin. Si vous êtes convaincu qu'il faut faire de la transition, il faut accompagner les habitants, il faut les guider vers les nouveaux modèles, eh bien, c'est notre rôle d'élu. Et donc, en posant une borne, en favorisant des utilisations partagées, eh bien, on les encourage à aller dans ce sens-là. Donc, créons les outils pour créer les besoins. Et deuxièmement, je voulais remercier. Dans notre cas, là, pour le véhicule autopartagé, eh bien, effectivement, vous avez cité, Eric, des noms de vos agents, mais plus globalement, l'ensemble de vos équipes qui nous aident au quotidien sur les réseaux et aussi donc, sur les innovations, sans quoi on ne peut pas aller au bout. C'est trop compliqué quand même pour une petite commune. Merci à vous. Alors, vous avez parlé des outils, il y a aussi des humains derrière tout ça. Alors, Philippe Maillet, finalement, vous n'avez pas donné beaucoup de chiffres pour être en charge des finances, mais vous avez envie de parler de... Je voudrais simplement rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Éric Gentil. À savoir que le syndicat a mis en place un règlement financier de manière à répondre aux besoins des communes et satisfaire au maximum les élus. Donc c'est ce règlement financier qui permet toutes les actions du syndicat dans les différents modèles, dans les différentes missions du syndicat. Voilà, c'est la petite précision que je voulais rapporter. Maintenant, concernant le personnel, parce que moi, il y a un point qui est très important. Derrière les chiffres, j'en ai donné très très peu. J'en donnerai un pour conclure, un seul de chiffres. C'est plus de 52 millions d'euros qui ont été financés conjointement par le syndicat et par les communes. Et ça, je pense que c'est un chiffre quand même important. Maintenant, pour parler des missions, le président Loury a évoqué toutes les missions du SDE. Mais je ne vais pas les reprendre parce que j'en oublierai certainement, tellement il y en a. Ce que je veux dire, c'est que derrière ces missions, il y a des hommes, il y a des femmes qui travaillent tous les jours au niveau du syndicat. Alors, en charge du personnel, je peux vous dire déjà qu'en charge du personnel et des finances, je passe tous les jours au syndicat. Et ce que je dis là, c'est que quand je constate et que j'affirme que le personnel du syndicat d'énergie est un personnel qui est très bien formé. Je n'ai pas encore les chiffres pour cette année, mais l'année dernière, c'est plus de 89 formations qui ont été faites au niveau du personnel. C'est donc un personnel bien formé, qui connaît bien les territoires et qui a, je peux le dire, une forte conscience professionnelle. Et ils ont une haute confiance. Moi, je leur dis bravo. Et donc, il y a une preuve pour ça. C'est que vous savez, on a été normé ISO 9001. Eh bien, ça vient d'être renouvelé à nouveau cette année.
Le futur nous dira peut-être encore même mieux. Oui, parce qu'il y a un suivi, hein, c'est une certification suivi pour tous 3 les ans, ans. mais il y a un suivi tous Voilà. les ans, cette certification managériale, il faut bien le préciser, exactement. D'accord. Et ce n'est pas la seule, d'ailleurs, on va en parler d'une autre, mais un petit peu plus tard. Alors, au Fait du total, suspense. au niveau du syndicat, c'est 38 agents, grosso modo, moitié hommes, moitié femmes. Le tout sous la direction, sous la baguette du directeur général des services, Éric Gentil. Alors, bien sûr, sous la haute présidence de notre président, Jean-Noël Loury. Et donc, c'est très bien organisé. Il y a 18 agents qui se concourent aux missions techniques. Par exemple, tout ce qui touche à l'électrique, c'est 5 agents. Ce qui touche à l'éclairage public, c'est 4 agents. Donc c'est 18 agents qui concourent aux missions techniques. C'est fait sous la direction d'Édouard Burrier, qui est présent dans la salle, et qui s'occupe de tout ce qui est technique. Maintenant, il y a aussi 10 agents administratifs. Il faut savoir que dans les agents administratifs, il y a par exemple un service qui m'est cher, c'est celui des finances. Eh bien, il y a 5 personnes qui travaillent au niveau des finances. Je vais vous donner là 2 chiffres. C'est plus de 5000 mandats émis au cours d'une année. Plus de 3600 titres de recettes. Et c'est donc une charge de travail qui est importante et qui nécessite une surveillance constante. Et là, tous les agents administratifs sont managés par Emeline Rimbaud. Et enfin, tu en as parlé tout à l'heure, Patrick, au niveau des clés, eh bien, il y a 4 secrétaires qui agissent au niveau des différentes clés et qui sont très présentes au niveau des élus et sur les territoires des communes. Voilà ce que je voulais vous dire. Un seul mot, si le syndicat remplit bien ses missions, merci aussi au personnel du syndicat. Merci. Merci, on peut applaudir. Et on peut vous applaudir, vous tous, pour vos témoignages. Est-ce que vous avez des questions à poser? Il y a des micros de part et d'autre de la salle, donc n'hésitez pas. Alors, est-ce que c'est valable pour les intercommunalités, ce dispositif pour les véhicules? Je le répète pour le public. Oui, tout à fait. La communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne peut en bénéficier si elle le souhaite. 2 700 € pour l'achat ou la location d'un véhicule électrique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Il y a une main qui se lève, on va vous tendre un micro. N'hésitez pas. Oui, Jean Massé, maire de Saint-Ampuisé, bien connu pour la défense de l'environnement depuis très longtemps. Si Jean-Philippe a parlé d'environnement Ampuisé-Forterre, quelquefois j'y suis pour quelque chose. Et moi, je voudrais simplement refaire un retour d'expérience et j'ai quelques propositions à faire. Pour l'avenir, justement, pour économiser l'énergie, mais pour en produire. Alors, pour l'économie d'énergie, au niveau d'éclairage public, nous, ça a été radical. On a éteint la lumière du 1er mai au 1er septembre. Dans les communes rurales, vous savez, 35 hameaux, on ne peut pas mettre de la lumière partout. Alors, il y en a qui sont éclairés, il y en a qui ne sont pas. Alors, il y a toujours des discussions à n'en pas finir. Et le reste du temps, on éclaire, on ferme la lumière la nuit. On l'ouvre quand les gens ils sont couchés à 10h, il n'y a plus personne dans les rues. Et puis le matin, ils partent jamais avant 6h, 6h15, on rallume. Et ça va pas trop mal comme ça. Mais c'est vrai que les LED, ça serait bien, mais bon, c'est encore un budget. J'ai vu que Vézelay avait été bien subventionné, mais bon, Vézelay, c'est un gros bourg. C'est pas 35 hameaux, et avec très peu d'habitants dans ces hameaux. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai isolé avec la municipalité, j'ai isolé un bâtiment communal, c'est un groupe scolaire, avec 4 classes. On a isolé. Alors là, pour vous rassurer les élus, la chaleur de cet été, on était à 25 degrés au maximum. Vous voyez, quand on isole bien. Nous, c'est un chauffage au fioul. On a voulu passer au bois, mais ça nous coûtait trop cher à investir. On nous a dit,
isolé, après vous verrez, et on a diminué notre consommation d'un tiers de fuel. Alors ça veut dire que, bon, dans le prochain mandat, j'espère que les suivants verront les énergies renouvelables différemment, enfin, iront vers une énergie autre que le fuel, mais bon, pour le moment, on a commencé par là. Et la dernière proposition que je voudrais faire aux syndicats et à l'ensemble des élus, c'est que avoir des véhicules électriques, c'est bien, avoir des bornes électriques, c'est bien, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les communes s'engagent à produire de l'électricité. Alors, il y a les toits, parce que je pense que le photovoltaïque, c'est celui-là qui est le moins désagréable par rapport à nos administrés, parce que dès qu'on parle d'éoliennes, c'est pas dans il y a des moments, ça va mal. Hein, on voit des articles sur les journaux tous les jours. Et il y a aussi tous les parkings. Alors, parce qu'on parle des toits agricoles, communaux, intercommunaux, mais il y a les parkings. Et j'ai vu quelques expériences en allant un peu dans le sud. On voit des grands parkings qui sont couverts de photovoltaïque. Alors, est-ce qu'on peut pas, là je suis vers le syndicat que je me retourne, est-ce qu'on ne peut pas inciter, quand vous voyez les surfaces qu'il y a sur Auxerre, et puis les grandes villes, hein, enfin les villes en général, et même nos campagnes, hein, on a des petites grandes surfaces qui ont des grands parkings, est-ce qu'on ne peut pas les inciter à faire quelque chose Là, je me pose des questions. Alors, M. Lacan a fait un bel exposé, mais est-ce qu'il y a des retours d'expérience là-dessus? Et en plus, quand les voitures sont dessous, elles sont au frais. Alors, quand vous êtes en plein soleil, à 35 degrés, vous montez dans la voiture, ah ben mince, la voiture, elle est assez douce. Alors, vous voyez, au niveau réchauffement climatique, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, vous en avez des exemples d'ombrières de parking. Il y a même voilà, la grande distribution qui se lance là-dedans. Donc, c'est vrai que c'est une idée, on va dire, judicieuse. Et il faut les accompagner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commenter tout ce qui a été dit? Je vous en prie. Gentil. Oui, dites-moi. Je voudrais juste dire à Jean, fait comme Moulins-sur-Ouane, achète des LED, contractualise avec le SDE, c'est 70% de subvention, avec, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec 5 ans de maintenance gratuite. Ça veut dire que c'est très intéressant financièrement en termes de fonctionnement, et on gagne 50% à peu près sur les factures EDF, ça c'est établi. Donc j'incite ça à faire la même chose que Moulins-sur-Ouane. Pour une fois, Moulins-sur-Ouane sera leader. Monsieur le Président qui est prêt à réagir. Allez-y. Oui, non, mais simplement pour répondre à Jean Massé, là, et il a raison de parler des parkings, et nous sommes en train de travailler sur un projet d'ombrière pour le parking de Guédelon. Le parking de Guédelon qui représente quand même une grosse surface. Donc nous travaillons sur un projet d'ombrière et qui va tout à fait dans cet esprit-là. Donc ombrière, d'une part pour mettre les voitures à l'abri, mais aussi être couvert avec des photovoltaïques qui permettront d'alimenter les bornes, d'alimenter pas mal d'usages électriques. Donc c'est tout à fait d'actualité et on travaille dessus. Merci à vous. Oui, alors, Henri me dit, oui. Monsieur le ministre, pardon, me parle aussi des bâtiments industriels. Alors, il est vrai que les photovoltaïques première génération étaient relativement lourds, c'était des packs assez lourds. La technologie a énormément évolué et maintenant vous avez des photovoltaïques qui sont très fins. Auparavant, nous avions une contrainte, c'était le poids des photovoltaïques sur les charpentes. On ne pouvait donc pas imaginer que la charpente porte les photovoltaïques. Maintenant, l'étude est différente. On a des outils beaucoup plus souples, souples, oui, parce qu'ils peuvent être malléables, beaucoup plus souples et beaucoup moins lourds. Donc, c'est une revoyure positive pour ce genre de projet. Et vous avez aussi maintenant des possibilités de l'intégrer au bâti aussi, le photovoltaïque. On commence à travailler là-dessus. Alors, nous avons aussi, parce que moi, les photovoltaïques... Alors, il faut savoir d'abord que le photovoltaïque, pour une collectivité, on peut mettre un toit complet. Pour une habitation, on peut le mettre uniquement pour l'usage. Donc, c'est restrictif. Nous avons des contraintes, ce sont des contraintes architecturales. Oui. L'architecte des bâtiments de France est très rigoureux là-dessus. Et dès lors, on est dans un périmètre de 500 mètres. Oui, mais même pour les hangars communaux, pour des grosses surfaces, on ne peut pas faire. Donc, nous avons rencontré l'architecte des bâtiments de France qui est prêt à travailler avec nous pour trouver un code moratoire et ainsi pouvoir ouvrir. Parce qu'on a cette demande de s'intégrer à cette modernité dans le cadre de la transition énergétique. Mais par contre, la loi qui est ancestrale ne permet pas de pouvoir le faire. Donc, il faut faire du cas par cas. Et parfois, c'est compliqué avec les bâtiments de France. C'est une expérience personnelle. Vous avez je vais prendre encore une question. Si vous voulez réagir aussi, monsieur Roger Lacan, puis on va enchaîner parce que on a beaucoup de choses encore à se dire. Mais allez-y, monsieur, pour votre question.
Non, ça marche normalement. On vous entend? Ah, donc ça ne marche pas. Là, oui, voilà, ça marche. Y est, ça fonctionne. Allez-y. Monsieur Berlange, moi je m'occupe d'accompagner des projets citoyens d'énergie renouvelable. Et en fait, je voulais amener un complément à l'exposé de Monsieur Lacan, qui disait que le développement des énergies renouvelables en Allemagne avait été très très fortement accompagné et financé au profit et par les collectivités locales. En fait, c'est beaucoup les habitants au travers des coopératives qui ont financé ça. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont investi dans ces sociétés locales dans lesquelles les communes sont entrées. Et du coup, je voulais un peu appuyer là-dessus parce que ça permettrait de démultiplier les enveloppes financières permettant de développer des moyens de production d'énergie renouvelable sur le territoire. Les citoyens, ça en faciliterait d'autant plus l'acceptabilité puisqu'ils y seraient partie prenante. Et donc c'est un volet non négligeable à prendre en compte qui se développe énormément dans le sud, notamment en Rhône-Alpes, avec des coopératives qui commencent à tourner de manière très forte, et aussi dans la Vienne avec le syndicat, avec Sorégie et Sergi, où ces moyens se développent. J'avais deux petites remarques, questions. Est-ce que le SDEI, au fur et à mesure que de l'autopartage de véhicules électriques se développera, ne pourrait pas prendre en charge la partie location, ce qui déchargerait, messieurs les élus, de rappeler Diac pour renégocier les contrats et de faire une espèce de contrat global avec des intérêts partagés là-dessus. Et par rapport à l'exemple de Vézelay sur la rénovation de la mairie, avec la mise en place du chauffage à granules, est-ce que ça n'aurait pas été l'occasion de réfléchir à moyen et long terme sur le développement d'un réseau pour en faire bénéficier aussi les habitants, avoir un réseau de chauffage avec une chaufferie mutualisée plutôt que chacun son contrat fuel ou gaz ou avec des prix volatiles comme on le sait. Merci. Merci à vous. Alors, est-ce que d'abord on va répondre, Monsieur Barbieux va peut-être répondre à la question sur le réseau, puis on arrivera aux véhicules électriques ensuite. Allez-y. Oui, je suis en mesure tout à fait de répondre parce que c'est ce qui est prévu, avec 2 chaudières en série, parce que le bloc immobilier qui entoure la mairie appartient en grande partie aussi à la mairie avec l'école, avec une des écoles de Vézelay, et par conséquent c'est projeté, mais ce sera pluriannuel. Merci à vous. Alors, Jean-Noël Laury veut répondre à la question. Oui, non, mais simplement pour répondre à monsieur qui fait des projets, enfin qui fait des suggestions d'amélioration de notre service auprès des collectivités, je veux dire que rien n'est écarté, mais que le syndicat date du 1er janvier 2014. Donc imagine un peu le pas de géant que nous avons fait. Il faut déjà stabiliser un peu tout ce que nous avons mis en place avant d'ouvrir d'autres fenêtres. Mais rien n'est écarté. Éric Coquille veut réagir aussi. Oui, alors moi, ça ne me gêne absolument pas de rappeler Diac Location et de négocier, parce que je pense qu'il faut que la communauté villageoise, notre village, assume aussi une partie du service. Vous savez, ce qui coûte rien vaut rien. Donc on doit aussi assumer ses coûts de transition, ses coûts d'adaptation, ses coûts pédagogiques finalement. Voilà, enfin, en tout cas, l'équipe municipale de mon village est bien sur cette longueur d'onde-là et c'est bien ce qu'on avait souhaité. Assumer l'investissement ou location. Le fonctionnement, par contre, c'est pour les abonnés. Merci à vous. Ce sera le mot de la fin pour cette table ronde. On peut encore vous applaudir pour votre participation.